Sa fiancée m'a humilié au mariage de mon frère, alors j'ai annulé les paiements et ceux qui m'ont trahi ont découvert qu'ils ne pouvaient pas avoir mon argent. Ma belle-sœur m'a humilié et m'a ordonné de quitter le mariage de mon propre frère, le mariage que j'avais entièrement financé de ma poche. Elle pensait qu'elle pouvait prendre mon argent, effacer ma présence et s'approprier mon travail. Elle ne savait pas que l'architecte en moi avait prévu une clause de démolition. Un plan qui allait transformer son jour de rêve en un véritable cauchemar. Restez avec moi pour découvrir comment j'ai annulé chaque paiement, chaque fleur, chaque note de musique, et leur ai servi une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville, quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos commentaires et voir jusqu'où mes histoires voyagent. Maintenant, installez-vous confortablement, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans et je suis architecte à Lyon. Mon métier, ma passion, c'est de construire. Je conçois des espaces, j'érige des murs, je crée des fondations solides capables de résister à l'épreuve du temps. J'ai bâti ma propre agence à partir de rien, transformant des croquis sur des serviettes en papier en bâtiments réels, concrets. J'ai toujours été fière de ma capacité à transformer le chaos en ordre, le vide en structure. Mais il y a une construction que je n'ai jamais réussi à maîtriser, un édifice dont les fondations m'ont toujours paru instables, ma place au sein de ma propre famille. Dans notre famille, il y a toujours eu deux rôles distincts. Mon petit frère, Léo, était l'artiste, le rêveur. Charmant, spontané, il captivait l'attention sans effort. Ses réussites, même modestes, étaient célébrées avec tambour et trompette. Et puis il y avait moi. La bâtisseuse. La personne fiable, responsable, celle qui ne faisait jamais de vagues. Celle sur qui on pouvait toujours compter, mais dont les succès étaient considérés comme normaux, attendus. Ce sentiment ne date pas d'hier. Il est ancré dans un souvenir si vif qu'il me brûle encore parfois. J'avais 12 ans. J'avais transformé un coin du garage, sentant la sueur de bois et la peinture fraîche, en mon atelier personnel. Pendant un mois entier, j'avais passé toutes mes soirées après l'école là-bas, sous la lumière blafarde d'un néon, à construire une maquette détaillée de la maison de mes rêves. Ce n'était pas un simple jeu. C'était un projet. J'avais dessiné les plans à l'échelle, utilisé du balsa pour les murs, du plexiglas pour les fenêtres. J'avais même fabriqué des tuiles une par une avec de l'argile, les faisant cuire dans le vieux four de poterie de ma mère. C'était mon chef-d'œuvre, le fruit d'heures de patience et de précision. Le même mois, Léo, qui avait 8 ans, avait fait un dessin de notre famille avec des crayons de cire. Des bonshommes bâtons avec des soleils dans les coins, le genre de dessin que tous les enfants font. Quand j'ai finalement présenté ma maquette à mes parents, le cœur battant d'excitation, la transportant avec une précaution infinie dans le salon, mon père a jeté un coup d'œil rapide. Il a toqué une des parois du bout du doigt. C'est bien, ma fille. Très ordonnée. Tu n'as pas mis de colle partout, c'est bien. Puis il est retourné à son journal. Quelques instants plus tard, ma mère est arrivée, brandissant le dessin de Léo comme un trophée. Regardez ça, s'est-elle exclamée, ses yeux brillants de fierté. Notre fils est un véritable artiste. Regardez ses couleurs, cette joie de vivre. Le dessin a été immédiatement encadré et a pris une place d'honneur au-dessus de la cheminée. Ma maquette, elle, après être restée une semaine sur la table basse, a été reléguée sur une étagère poussiéreuse dans le grenier. Ce jour-là, une partie de moi a compris. Peu importe la complexité de mes plans, la solidité de mes constructions, je serai toujours l'ombre fonctionnelle du soleil éclatant qu'était mon frère. Alors, 20 ans plus tard, quand Léo a annoncé ses fiançailles avec Ambre, cette vieille blessure s'est rouverte. Une partie de moi a vu une nouvelle chance. Une chance de construire quelque chose de si grand, de si spectaculaire, qu'il ne pourrait pas l'ignorer. Ambre était une femme magnifique, avec un sourire aussi doux que le miel et des yeux qui brillaient d'une ambition d'acier. Je sentais en elle une détermination féroce, une volonté de faire dissimuler sous des manières impeccables. Pour effacer le souvenir de cette maquette poussiéreuse, pour leur montrer enfin la valeur de ce que je pouvais créer, j'ai fait une offre extravagante. J'ai proposé de financer leur mariage de rêve dans un château de la région du Beaujolais. Tout. Le lieu, le traiteur, les fleurs, la musique.
Mon cadeau. Ambre a poussé un cri de joie, un son un peu trop aigu, un peu trop étudié pour être tout à fait sincère. Léo, lui, a eu un regard fuyant, un mélange de gratitude et de gêne. Mes parents, bien sûr, ont applaudi ma générosité. Notre Chloé est si indépendante, a dit ma mère. Elle a toujours su comment gérer les choses. C'était un compliment, mais il avait le goût amer de la relégation. J'étais encore et toujours la personne pratique, la solution, pas la source de joie. Malgré tout, j'ai foncé. En offrant ce mariage de conte de fées, j'espérais secrètement construire un pont vers leur reconnaissance. Je ne savais pas que je posais les fondations de ma propre humiliation. Les 6 mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Je me suis plongé dans l'organisation avec la même minutie que pour un projet architectural majeur. J'ai créé des tableurs, des diagrammes de Gantt, des dossiers pour chaque fournisseur. J'ai visité une douzaine de châteaux avant de trouver le parfait, celui dont les jardins à la française et la salle de bal avec ses lustres en cristal correspondaient exactement à la vision romantique que Léo et Ambre m'avaient décrite. J'ai passé des week-ends entiers à rencontrer des traiteurs, des fleuristes, des photographes, à négocier des contrats et à gérer des échéanciers de paiement. C'était épuisant, mais chaque contrat signé, chaque détail validé était pour moi une brique de plus à l'édifice de leur bonheur. Et, je l'espérais, à ma propre reconnaissance. C'est durant cette période que les premières fissures sont apparues. Des fissures subtiles, presque invisibles au début. Ambre avait un talent particulier pour le compliment déguisé en critique. « Oh, Chloé, ces pivoines sont charmantes », disait-elle en regardant les compositions que j'avais mis des semaines à choisir. C'est un choix très classique. Très sûr. Quand j'ai présenté une sélection de vins de Bourgogne d'un petit producteur réputé, elle a pincé les lèvres. C'est une belle intention, mais pour nos invités, ne penses-tu pas qu'un nom plus connu, comme un Bordeaux, ferait meilleure impression? Un autre incident marquant a eu lieu lors du choix des faire-part. J'avais sélectionné un papier artisanal magnifique et une typographie moderne et élégante, un design qui était à la fois chic et intemporel. Quand je le lui ai montré, elle a souri poliment. C'est très, toi, Chloé. Très structuré, très propre. Mais pour un mariage, ça manque un peu de chaleur, non? Un peu froid, comme un bâtiment moderne. Elle a ensuite sorti un modèle qu'elle avait trouvé de son côté, plein de dorures, de fioritures et d'une écriture calligraphique presque illisible. C'était à pas accent grave l'œil, mais selon elle, c'était plus passionné. Nous avons fini par choisir le sien. Chaque suggestion que je faisais était accueillie avec un sourire poli et une correction subtile, me faisant sentir que mes goûts étaient corrects, mais pas exceptionnels. Pas à la hauteur de sa vision. La fissure la plus nette est apparue lors d'un rendez-vous avec le traiteur. Nous dégustions des canapés, et pour détendre l'atmosphère, j'ai demandé à Ambre où elle avait grandi. Elle a eu une seconde d'hésitation avant de répondre d'un ton léger. Oh, dans un petit appartement à Vénissieux. Le mariage de mes parents, c'était une petite fête dans le jardin de ma grand-mère. Très simple. Alors qu'elle parlait, j'ai vu une lueur complexe dans ses yeux en regardant le plateau de petits fours au foie gras devant nous. Ce n'était pas seulement de l'émerveillement. C'était un mélange de désir, d'envie, et d'une sorte de ressentiment. Elle a ajouté, presque pour elle-même, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. On n'a qu'une seule chance de faire une première impression. J'ai compris à ce moment-là que ma générosité n'était pas perçue comme un cadeau. Pour elle, c'était une opportunité. Une démonstration de pouvoir de ma part, un rappel constant de tout ce qu'elle n'avait jamais eu et que je pouvais offrir sans effort. Ma gentillesse la faisait se sentir petite, et elle détestait ça. L'incident qui aurait dû me servir d'alarme finale s'est produit environ 2 mois avant le mariage. Ambre m'a appelé, paniquée. Chloé, le groupe de jazz me dit qu'ils n'ont jamais reçu le 2e acompte. Ils menacent d'annuler. Tu étais sûre de l'avoir envoyé? Mon cœur a raté un battement. J'étais certaine de l'avoir fait. J'ai passé 2 heures angoissantes à fouiller mes relevés bancaires, à appeler ma banque, me sentant terriblement incompétente. Finalement, j'ai retrouvé la preuve du virement. Je l'ai envoyé à Ambre. Elle a répondu par un simple texto. Oups, désolé. J'ai du mal regardé. Tu m'as fait peur. Mais en repensant à notre conversation,
j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune panique réelle dans sa voix. C'était un test. Elle voulait voir si elle pouvait me déstabiliser, me faire douter de moi-même, et prendre le contrôle. C'est à partir de ce jour que l'architecte en moi a vraiment pris le dessus. J'ai créé un dossier séparé sur mon ordinateur. J'ai commencé à enregistrer chaque conversation téléphonique importante. J'ai sauvegardé chaque email, chaque texto, chaque confirmation de paiement dans un fichier PDF sécurisé. Je ne le faisais pas par méchanceté, mais par instinct de préservation. Dans mon métier, on apprend que des plans clairs et une documentation rigoureuse évitent les catastrophes. Je traitais ce mariage comme un chantier à risque. Elle ne voulait pas seulement un beau mariage. Elle voulait que ce soit son mariage, un mariage qu'elle contrôlait. Et pour cela, il fallait que j'en sois effacé. Nous étions le vendredi soir, la veille du grand jour. La répétition du mariage. Le château était magique sous les lumières du crépuscule. Le parfum des roses et du jasmin flottait dans l'air frais du soir. Les guirlandes lumineuses que j'avais insisté pour ajouter scintillaient entre les chênes centenaires, et l'autel fleuri, dressé au bord de l'étang, était d'une beauté à couper le souffle. J'étais arrivé un peu en avance, mon épais classeur de planification sous le bras, pour m'assurer que les derniers détails avec les fournisseurs étaient bien en place. Je portais une simple robe bleue, élégante mais discrète. Je me sentais heureuse, fière du travail accompli. Toute la tension des derniers mois semblait s'évanouir devant la perfection de la scène. C'est alors qu'Ambre est apparue. Elle semblait flotter à travers le jardin, vêtue d'une robe de cocktail blanche griffée qui devait coûter plus cher que ma première voiture. Elle était flanquée de ses 5 demoiselles d'honneur, toutes blondes, toutes grandes, toutes semblant sortir d'un magazine de mode. Leur rire était strident et s'arrêtait net quand elles m'ont aperçu. Elles formaient un bloc, une phalange hostile qui s'est arrêtée devant moi. « Chloé. Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était tranchante, comme un éclat de verre. Le sourire qu'elle affichait ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'ai cligné des yeux, confuse. Je suis là pour la répétition. Je voulais juste vérifier que tout est prêt pour demain. Elle a eu un petit rire condescendant. Un rire que ces demoiselles d'honneur ont repris en écho, échangeant des regards complices. Le genre de rire qui vous fait sentir comme une enfant perdue dans une cour de grands. J'ai senti le rouge me monter aux joues, une chaleur humiliante. « Tu n'es pas dans le cortège, Chloé », dit-elle froidement, en inspectant ses ongles parfaitement manucurés. « La répétition est pour le cortège. »« Non, mais je suis la sœur du marié. » Je pensais que j'aurais une place, en tant que famille. Ma voix était à peine un murmure. J'ai essayé de me justifier. « Ambre, nous pouvons en parler. Je suis ta famille maintenant. » Elle a levé les yeux de ses ongles et m'a regardé comme si je venais de dire une énormité. « Famille ? Chloé, sois réaliste. » Puis, elle s'est approchée, baissant la voix pour que seuls ses acolytes et moi puissions entendre. Son parfum, cher et entêtant, m'a enveloppée. « Écoute. Honnêtement, tu ne colles pas à l'image que nous voulons pour demain. Cette robe, ton air sérieux, ce n'est pas le « vibe ». Ce serait mieux que tu ne viennes pas. Le monde s'est arrêté. Chaque mot était une gifle. Le « vibe ». Ma présence, mon existence, était réduite à un problème de « vibe ». J'ai cherché désespérément le regard de Léo. Il était de l'autre côté de la cour, absorbé dans une conversation animée avec ses garçons d'honneur. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'ai vu la panique dans ses yeux avant qu'il ne détourne la tête, se replongeant dans sa conversation avec une intensité feinte. Il m'avait vu. Il avait entendu. Et il n'a rien fait. Il a choisi son confort plutôt que sa sœur. Le silence de mon frère fut l'ultime trahison. Il a donné à Ambre le pouvoir de porter le coup de grâce. Son sourire est devenu cruel. Tu as entendu ? Tu n'as rien à faire ici. Pars. Je suis resté figé, le classeur lourd dans mes bras. Chaque facture, chaque contrat, chaque plan à l'intérieur semblait me crier à la figure. J'avais payé pour les fleurs qui nous entouraient. J'avais payé pour les chaises sur lesquelles ils allaient s'asseoir. J'avais payé pour le sol même sur lequel elles se tenaient pour m'humilier. À cet instant précis, 2 voix se sont battues dans ma tête.
La première était celle de ma mère, une voix conditionnée par des années d'éducation. Sois gentille, Chloé. Ne fais pas de scène. Encaisse. Pour la famille. Mais une autre voix, plus forte, plus profonde, a rugi en réponse. C'était la voix de la femme qui avait bâti une entreprise à partir de rien, la voix de l'architecte qui savait une chose fondamentale, une structure construite sur des fondations irrespectueuses et pourries est destinée à s'effondrer. Et il vaut mieux la démolir soi-même avant qu'elle ne vous tombe sur la tête. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis retournée, sentant 150 yeux me suivre alors que je traversais le jardin. Chaque pas était lourd, difficile. En quittant le domaine, sous le regard méprisant d'Ambre, j'ai compris que je n'avais pas été désinvitée. J'avais été licenciée. Licenciée du rôle de sœur, de bienfaitrice, de famille. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous ravalé votre fierté pour préserver la paix, ou auriez-vous préparé la guerre? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. Je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis restée là, sur le parking du château que j'avais moi-même choisi, à regarder le soleil se coucher derrière les tours. Le spectacle était magnifique, une ironie cruelle. À l'intérieur, ils répétaient leur bonheur. Un bonheur que j'avais financé et dont j'étais désormais exclue. Pendant de longues minutes, j'ai rejoué la scène dans ma tête. Chaque mot, chaque regard. Je me suis demandé ce que j'aurais dû faire. Crier? Pleurer? La supplier? Mais à quoi bon? La décision avait été prise sans moi. Le choc initial se dissipait, remplacé par une douleur froide et profonde. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Léo. Mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'il allait s'excuser. Peut-être qu'il allait dire qu'il y avait eu un malentendu. J'ai ouvert le message avec une lueur d'espoir insensée. Il disait, Ambre m'a raconté. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Pas de défense. Pas d'excuse. Pas un mot sur le fait que c'était inacceptable. Juste une demande de me taire et de disparaître discrètement pour ne pas gâcher leur soirée. Le coup de poignard venait de mon propre frère. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste Ambre. C'était un effort coordonné. Il voulait mon argent, mais pas ma présence. Il voulait les fruits de mon travail, mais pas la travailleuse. Les larmes que j'avais retenues se sont mises à couler. Des larmes de rage, de tristesse, d'humiliation. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit, non pas vers mon appartement vide à Lyon, mais vers la maison de mes parents. C'était un réflexe. Quand on est blessé, on retourne là où on est censé être en sécurité. J'avais besoin d'eux. J'avais besoin que quelqu'un dans ce monde me dise que ce qui s'était passé était inacceptable. Je suis arrivée chez eux en plein milieu de leur dîner. L'odeur du rôti flottait dans l'air. Ils semblaient surpris de me voir. J'ai tout déballé, ma voix se brisant parfois, expliquant la scène avec Ambre, montrant le texto de Léo. Je m'attendais à de l'indignation, à du réconfort. Au lieu de ça, ma mère a poussé un long soupir, le genre de soupir qui signifiait que je la dérangeais. Chloé, tu sais bien qu'Ambre est sous une pression énorme, a-t-elle dit en repoussant les petits pois dans son assiette. Un mariage, c'est stressant. Elle n'a sûrement pas pensé ce qu'elle disait. Pour une fois, ne pourrais-tu pas être la plus intelligente et laisser couler? Mon père a hoché la tête derrière son journal. Ta mère a raison. Tu as toujours été la plus indépendante, la plus forte. Léo a besoin de ce jour parfait. Ne gâche pas ça pour une parole en l'air. J'étais abasourdie. Une parole en l'air? Elle m'a dit de partir. Elle m'a exclue de son mariage. Le mariage que j'ai payé. Et c'était très généreux de ta part, ma chérie, a répondu ma mère avec un calme exaspérant. Mais faire une scène maintenant ne changera rien. Pense à l'image de la famille. Tous nos amis seront là demain. Nous ne pouvons pas avoir de drame. C'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a tout scellé, la phrase qui a révélé la véritable fondation de notre famille, la peur du jugement. Chloé, tu ne te souviens pas du drame au mariage de ta tante Sylvie? Quand elle a fait une crise parce que son plan de table n'avait pas été respecté? On en a parlé pendant 10 ans.
Toute la famille a été la risée pendant des années. Je t'en supplie, ne nous fais pas revivre ça. Laisse Léo avoir sa journée. Reste à la maison demain. Pour nous. Pour la paix. Il ne défendait pas Ambre. Il ne défendait même pas Léo. Il défendait une illusion. L'illusion d'une famille parfaite, sans conflit, sans vague. Et dans leur quête désespérée de cette façade, ils étaient prêts à me sacrifier, moi, leur propre fille. Ma douleur, mon humiliation, n'étaient qu'un inconvénient mineur, un risque pour leur réputation. J'ai compris que je ne trouverais aucun soutien ici. Je n'étais pas face à des parents, mais à des gardiens de l'apparence. Ils me demandaient de me briser en silence pour que leur monde fragile reste intact. J'ai raccroché, le cœur lourd comme une pierre. J'étais seule. Mais parfois, c'est seulement quand on est complètement seul qu'on trouve sa véritable force. Je suis rentrée à mon appartement cette nuit-là avec un sentiment de vide glacial. Le choc et la tristesse commençaient à céder la place à une colère froide, une clarté nouvelle. J'ai marché dans mon salon, un espace que j'avais conçu moi-même, tout en lignes épurées et en matériaux nobles. Un espace qui me ressemblait. Et j'ai réalisé à quel point j'avais laissé ma famille salir cet ordre, cette structure, avec leur chaos émotionnel et leur négligence. J'ai allumé une lampe, et la lumière douce a révélé un espace harmonieux, contrôlé. Tout le contraire de ce que je ressentais à l'intérieur. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu, la mâchoire serrée. Allô? Chloé? C'est Ambre. Sa voix était mielleuse, presque sirupeuse. Le genre de douceur qui cache du poison. J'ai serré les dents et je suis restée silencieuse, décidant de la laisser creuser son propre tombeau. Le silence est une arme puissante. Il oblige l'autre à combler le vide, souvent en révélant plus qu'il ne le voudrait. Écoute, je sais que la soirée a été un peu tendue, a-t-elle commencé. Je voulais juste m'assurer que tu comprenais que ce n'est rien de personnel. C'est juste une question d'esthétique. D'harmonie. Le silence de ma part a dû la déconcerter. Elle a continué, un peu moins assurée. Léo et moi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Financièrement, je veux dire. Tu as été une sœur tellement généreuse. L'audace de cette phrase m'a coupé le souffle. Elle me mettait à la porte tout en me remerciant pour l'argent qui payait la porte. Elle prenait mon chèque et ma dignité dans la même main. J'ai senti mes doigts se crisper sur le téléphone. Je me suis forcée à respirer lentement. Pour simplifier les choses pour demain, a-t-elle ajouté, retrouvant sa confiance, j'ai déjà prévenu Madame Dubois, l'organisatrice, que toutes les communications passeraient désormais directement par moi. Ça t'évitera du stress inutile. J'ai aussi un peu réorganisé le plan de table pour optimiser l'espace. La table que tu avais prévue pour tes amis, il a fallu la supprimer pour agrandir la piste de danse. Ils comprendront. J'ai essayé de protester, ma voix glaciale. Ambre, tu n'avais pas le droit de faire ça. Mes amis ont posé des jours de congé, Elle m'a coupé avec une douceur venimeuse. Oh, Chloé, ne sois pas si dramatique. C'est juste une table. L'important c'est l'ambiance générale. C'était ça. Le coup de grâce. Elle ne se contentait pas de m'exclure. Elle effaçait activement toute trace de ma contribution, de ma présence. Elle s'appropriait mon travail, mes décisions, mon argent, et me présentait ça comme un service qu'elle me rendait. Dans sa voix, je n'entendais pas seulement de la douceur feinte. J'entendais le triomphe d'une usurpatrice. Elle ne voulait pas seulement m'écarter, elle voulait prendre ma place, réécrire l'histoire pour que ce mariage soit son œuvre, et non la mienne. C'était une OPA hostile sur mon cadeau, sur mon affection. Elle a dû sentir mon silence glacial, car elle a ajouté la phrase qui a tout fait basculer. Ne t'inquiète pas, on prendra plein de photos pour toi. Tu verras, tout sera magnifique, et ce sera grâce à toi. On pourra peut-être dîner la semaine prochaine, je te montrerai tout ça. L'image était si absurde, si insultante. Moi, assise en face d'elle, regardant les photos d'un événement que j'avais créé, comme une parente éloignée qui n'avait pas les moyens de venir. Une clarté d'acier s'est emparée de moi. Tu sais quoi, Ambre, ai-je dit finalement, ma voix étonnamment calme.
Tu as absolument raison. Il y eut une pause. Oh. Oh, bien. Je savais que tu finirais par comprendre. Je comprends parfaitement, ai-je continué, savourant chaque mot. Tu ne veux pas de moi là-bas. Et moi, je n'ai aucune envie d'être là où on ne veut pas de moi. Je suis contente qu'on soit sur la même longueur d'onde, dit-elle, méfiante. Oh, nous le sommes. Totalement. Elle a terminé par un « merci pour tout », dégoulinant de fausseté. Ce « merci » n'était pas un remerciement. C'était un adieu. Et c'est là qu'elle a fait son erreur fatale. Elle pensait que j'étais une banque. Elle a oublié que j'étais l'architecte. Et l'architecte a toujours les plans originaux. Après avoir raccroché avec Ambre, je ne suis pas allée à mon agence. L'idée de m'enfermer entre des murs de verre et d'acier, symbole de ma réussite professionnelle, me semblait soudain vide de sens. Ma plus grande réussite se devait d'être ma vie, ma dignité, et non un chiffre d'affaires. Poussée par une impulsion que je ne comprenais pas tout à fait, j'ai repris ma voiture et j'ai conduit dans la nuit, non pas vers le centre de Lyon, mais vers la banlieue de mon enfance, vers la maison de mes parents. Je me suis garée dans la rue, pour ne pas qu'ils entendent. J'ai utilisé ma vieille clé pour entrer par la porte de derrière, comme je le faisais quand j'étais adolescente. La maison était silencieuse, il devait être couché. J'ai traversé la cuisine obscure, puis le salon où trônait toujours, au-dessus de la cheminée, le dessin encadré de Léo. Je ne lui ai pas accordé un regard. Mon but était ailleurs. J'ai monté les escaliers grinçants qui menaient au grenier. L'air était lourd de l'odeur de la poussière et du temps passé. J'ai tiré sur la corde de l'ampoule nue, qui a projeté une lumière blafarde sur des piles de souvenirs. Des vieux meubles, des cartons de livres, des jouets d'enfants. J'ai trouvé un carton avec mes bulletins scolaires, remplis de notes excellentes et de commentaires comme « Chloé est une élève sérieuse et appliquée ». Un autre contenait mes médailles de compétition de natation. Des trophées gagnés à force de longueurs interminables avant l'école, des succès silencieux, jamais célébrés avec la même ferveur que les exploits de Léo. Et là, dans un coin, la boîte en carton étiquetée « Chloé, projet ». Je me suis agenouillée et je l'ai ouverte. À l'intérieur, sous une pile de carnets de croquis, elle était là. Ma maquette de maison. Intacte, mais recouverte d'une fine couche de poussière grise. Je l'ai sortie avec une précaution infinie. Les petites tuiles d'argile, la porte en balsa qui pouvait vraiment s'ouvrir, les fenêtres en plastique transparent. 20 ans avaient passé, mais je me souvenais de chaque heure passée, de la colle sur mes doigts, de la concentration intense pour que tout soit parfait. Je me suis assise là, sur le plancher froid du grenier, la maquette sur mes genoux, et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré pour le mariage, ni pour Ambre, ni même pour Léo. J'ai pleuré pour la petite fille de 12 ans qui avait mis tout son cœur dans cette construction, pour qu'on lui dise simplement que c'était ordonné. J'ai pleuré pour toutes les fois où j'avais travaillé 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. J'ai pleuré parce que j'avais passé 20 ans à essayer de prouver la valeur de mes constructions à des gens qui ne voulaient voir que les dessins colorés. Au milieu de mes larmes, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Julien, mon meilleur ami et collègue. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix ensommeillée. « Chloé? Tout va bien ?» Il est 2 heures du matin. Ma voix était étranglée par les sanglots. « Julien, j'ai besoin d'un ami. » Je lui ai tout raconté. L'humiliation, le texto, l'appel des parents, la conversation avec Ambre. Je n'ai rien omis. Il n'a pas dit un mot, il a juste écouté. Quand j'ai eu fini, il y a eu un non-silence. « Qu'est-ce que je dois faire, Julien ?» ai-je demandé, ma voix un murmure de désespoir. « Est-ce que je dois juste laisser tomber ? Pour la paix ?» Il a pris une grande inspiration. « Dis-moi, Chloé. Quand un client te demande de construire une extension sur des fondations que tu sais être instables, tu le fais ? Non, bien sûr que non. Ce serait dangereux et irresponsable. Tout finirait par s'effondrer. Exactement, a-t-il dit. Alors pourquoi accepterais-tu de le faire avec ta propre vie ? Puis il a ajouté les mots qui ont tout changé. Chloé, la petite fille de 12 ans qui a construit cette maison, elle a créé quelque chose d'incroyable. La femme de 32 ans que tu es aujourd'hui lui doit le respect.
tu lui dois de te battre pour elle. Ne laisse personne, jamais, recouvrir ton travail de poussière et te dire que ce n'est pas assez. » Ces mots ont été comme un électrochoc. Il n'a pas parlé de l'architecte. Il a parlé de la petite fille. Et il avait raison. Toute ma vie, j'avais cherché la validation à l'extérieur. Il était temps de me la donner à moi-même. Je me suis relevée. J'ai délicatement reposé la maquette dans sa boîte. J'ai essuyé mes larmes. La tristesse avait disparu, remplacée par une résolution froide et pure comme l'acier. J'ai quitté le grenier, je suis descendu sans faire de bruit, et j'ai conduit jusqu'à mon agence. La ville dormait, mais moi, j'étais plus éveillé que jamais. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de justice. Justice pour la petite fille dans le grenier. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert le dossier sécurisé nommé « Mariage Léo et Ambre » et pour la première fois, j'ai lu les clauses d'annulation avec un sourire. La nuit fut courte mais productive. Assise dans le silence de mon bureau, éclairée seulement par la lueur de mon écran, j'ai agi avec la précision chirurgicale d'une architecte finalisant des plans critiques. J'ai relu chaque contrat. Lieu, traiteur, groupe de jazz, fleuriste, photographe, feu d'artifice. Comme je l'avais pensé, chaque document contenait la clause que mon avocate d'affaires insistait pour inclure dans tous les engagements de mon entreprise, une clause d'annulation sous 48 heures, avec une pénalité minime couvrant les frais déjà engagés, une protection contre les clients indécis ou les imprévus. J'avais appliqué cette logique par habitude, par professionnalisme. Ce soir-là, cette habitude est devenue mon arme. J'ai rédigé un email type. Poli, professionnel, irréfutable. Il citait le numéro du contrat, la clause d'annulation applicable, et stipulait que, en tant que seul signataire et unique responsable financier, j'exerçais mon droit de mettre fin à la prestation avec effet immédiat. J'ai préparé un email pour chaque fournisseur. Je les ai sauvegardés dans mes brouillons, prêts à être envoyés à la première heure. Mon plan n'était pas seulement d'annuler. C'était de laisser l'illusion de la perfection perdurer le plus longtemps possible. Le vendredi soir, alors que je rentrais chez moi après avoir dormi quelques heures, mon téléphone a commencé à sonner. C'était le fleuriste. « Madame Chloé ? Je suis un peu confus. Une certaine Ambre vient de m'appeler pour changer la moitié des compositions florales pour demain matin. Mais mon contrat est avec vous. Qui dois-je écouter ? Vous écoutez la personne dont le nom est sur le contrat et qui signe les chèques, ai-je répondu calmement. Ne changez rien. J'ai le contrôle total sur ce projet. Je vous enverrai des instructions finales demain matin. 10 minutes plus tard, le traiteur. Même histoire. Ambre voulait ajouter un bar à cocktail, une extravagance de dernière minute. 20 minutes après, le photographe. Ambre exigeait qu'il se concentre exclusivement sur elle et sa famille, avec des instructions spécifiques pour minimiser la présence de mes parents sur les clichés. Chaque appel confirmait son plan. M'effacer et prendre le contrôle. Et chaque fois, ma réponse était la même, calme, ferme, professionnelle. Je suis la contractante. Toutes les décisions passent par moi. Le clou du spectacle fut l'appel de Madame Dubois, l'organisatrice de mariage. C'était une femme d'une 50aine d'années, chic et d'un professionnalisme sans faille. Madame Chloé, je vous appelle car je suis dans une position délicate. La future mariée m'a formellement interdit de communiquer avec vous et exige que je prenne mes ordres exclusivement d'elle. Cependant, mon contrat, signé et paraphé, stipule que vous êtes ma seule cliente et unique point de contact décisionnaire. Mes instructions sont de suivre vos directives. Que souhaitez-vous que je fasse ? J'ai senti une vague de respect pour cette femme. Madame Dubois, je vous remercie pour votre intégrité. Veuillez, s'il vous plaît, continuez à respecter les termes de notre contrat. Ignorez toute instruction venant d'une autre personne. Je vous contacterai demain matin avec une directive finale. Très bien, dit-elle, et je pouvais presque entendre son soulagement. Je suis à votre disposition. J'avais une alliée. La panique a dû commencer à s'installer dans leur camp. Vers 23 heures, on a sonné à ma porte. C'était Léo. Il n'avait plus l'air du futur marié radieux. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient injectés de sang. Il était passé de l'évitement à la confrontation.
Chloé, qu'est-ce que tu fabriques, a-t-il sifflé en entrant de force dans mon appartement. Les fournisseurs appellent Ambre en disant que tu bloques ses demandes. Je ne bloque rien. J'exerce mes droits contractuels. Il a commencé à faire les 100 pas dans mon salon. Arrête avec ton jargon d'avocat. C'est mon mariage. Tu es en train de tout gâcher. Ambre essaie juste de s'approprier l'événement, de le rendre personnel. Tu es tellement contrôlante. Moi, contrôlante? J'ai ri, un rire sans joie. C'est moi qui suis contrôlante, ou c'est ta fiancée qui essaie de réorganiser un événement payé par quelqu'un d'autre après avoir viré cette personne? Elle ne t'a pas viré, elle était juste stressée. Tu dramatises toujours tout. Alors son stress justifie de m'humilier? Son stress justifie que tu restes là à ne rien dire? Il s'est arrêté, à court d'arguments. Son visage s'est décomposé. La colère a laissé place à la peur. S'il te plaît, Chloé. Ne fais pas ça. Tu ne comprends pas, tu vas tout détruire. Les invités arrivent demain. Ambre va me tuer. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec une immense pitié. Il n'était pas en colère contre moi pour l'injustice. Il était terrifié par les conséquences. Terrifié par sa future femme, terrifié par le drame. J'ai déjà été détruite, Léo. Hier. Par elle, et par toi. Maintenant, regarde-moi me reconstruire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le samedi matin, je me suis réveillée avant l'aube. Le silence de la ville endormie était total. J'ai préparé mon café, je me suis assise à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur. Avec une précision calme, j'ai ouvert le dossier « Brouillon ». Un par un, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Lieu, envoyer. Traiteur, envoyer. Fleuriste, envoyer. Groupe de musique, photographe, feu d'artifice, envoyer. Chaque clic était un coup de marteau, démolissant la structure de leur mensonge. À 6h05, tout était fini. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai pris ma tasse de café, et je me suis installée dans mon fauteuil préféré pour regarder le soleil se lever. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. À 9h précises, on a sonné à ma porte. Une sonnerie insistante, frénétique. Je savais qui c'était. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe d'intérieur, et je suis allée ouvrir. Ils étaient là. Tous les 4. Léo, Ambre, mon père et ma mère. Une équipe d'intervention d'urgence, venue pour éteindre l'incendie que j'avais allumé. Ambre était déjà en tenue de mariée, son maquillage parfait déjà ruiné par des traînées de mascara. Léo était blême. Mes parents avaient l'air catastrophés. Chloé, a hurlé Ambre avant même que j'aie pu dire un mot. Qu'est-ce que tu as fait? Les fournisseurs refusent de travailler. Le traiteur ne viendra pas. Le château dit que notre réservation est annulée. Ils disent que tu as tout annulé. J'ai pris une petite gorgée de mon café, gardant mon calme face à sa fureur. C'est exact, ai-je dit, ma voix posée. J'ai envoyé les emails d'annulation à 6h ce matin. Mon père a explosé. Mais enfin, Chloé. C'est le jour du mariage de ton frère. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la méchanceté pure. C'est mesquin et vindicatif. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était le jour de son mariage, ai-je corrigé doucement. Maintenant, c'est juste un samedi. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe. Le silence est tombé, un silence de stupeur. Ambre a été la première à le briser, passant de la colère aux larmes de crocodile. Mais les invités, a-t-elle sangloté en s'effondrant sur le seuil de ma porte. Nous avons 150 invités qui arrivent. Certains viennent de l'étranger. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous, ai-je répété. C'est drôle, hier soir, tu as été très clair sur le fait qu'il n'y avait pas de « nous ». Tu m'as dit que je ne faisais pas partie du tableau. Que je n'avais pas ma place. Alors je me suis retirée. Entièrement. Léo a finalement trouvé sa voix, une voix faible et brisée.
Chloé, je ne t'ai jamais dit de ne pas venir. Et tu ne m'as jamais dit de rester, ai-je rétorqué. Quand ta fiancé m'a ordonné de partir devant tout le monde, tu es resté silencieux. Le silence est une réponse, Léo. Ma mère a essayé une dernière fois, les larmes aux yeux. Ma chérie, s'il te plaît. Pense à la famille. Pense à la honte. Que allons-nous dire aux gens? Vous auriez dû penser à la famille quand vous m'avez dit que ma dignité était moins importante que votre image. Vous auriez dû penser à la honte quand vous avez choisi de sacrifier votre fille pour préserver la paix. Ambre, voyant que l'agressivité et les larmes ne fonctionnaient pas, a tenté une dernière carte, la négociation. D'accord, on peut arranger ça, dit-elle en se relevant, essayant de réparer son maquillage. Tu peux venir au mariage. C'est bon. On oublie tout. Rappelle-les. Dis-leur que c'était un malentendu. J'ai presque ri. Maintenant je peux venir? Maintenant que vous réalisez que le spectacle ne peut pas avoir lieu sans son mécène? Non, merci. Mon invitation a expiré hier soir. Je ne suis pas une option que l'on peut activer ou désactiver en fonction de vos besoins financiers. Léo s'est approché, les mains suppliantes. Chloé, je t'en supplie. Fais-le pour moi. Pas pour elle, pour moi. Pour toutes les années où on a été frères et sœurs. Où étais-tu hier, Léo, quand j'avais besoin de mon frère? Tu étais de l'autre côté de la cour, à me regarder me faire humilier. Ce jour-là, tu as fait un choix. Aujourd'hui, je fais le mien. C'est Léo qui a prononcé les mots qui ont mis fin à la conversation. Des mots murmurés, pleins de désespoir et d'incompréhension. Mais, nous sommes une famille. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du frère favorisé. J'ai vu un homme faible, pris au piège de ses propres choix. Une famille est une construction, Léo, lui ai-je expliqué, ma voix douce mais ferme. Elle a besoin d'amour et de respect comme fondation. Tu as laissé Ambre démolir ses fondations avec un marteau. Tu ne peux pas être surpris que tout l'édifice se soit effondré aujourd'hui. Ils sont partis, laissant un silence assourdissant. Dans ce silence, je n'ai pas entendu le son d'une victoire, mais le son d'une chaîne qui se brise enfin. La chaîne de l'obligation, du devoir, de la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais. La journée qui aurait dû être une célébration fastueuse s'est transformée en un long et humiliant marathon téléphonique pour Léo et Ambre. J'imagine leur gêne, leur honte, en devant appeler chaque invité, un par un, pour leur annoncer que le mariage était annulé. Pas reporté. Annulé. J'ai su plus tard, par une cousine, qu'ils avaient inventé une excuse vague, un problème logistique de dernière minute, une urgence familiale soudaine. Mais je sais que les rumeurs ont dû aller bon train. La vérité, ou du moins des bribes de vérité, finit toujours par faire surface dans les familles. Les questions fusent, les gens comparent les versions, et les pièces du puzzle s'assemblent. Le scandale que mes parents craignaient tant, ils l'avaient finalement obtenu, décuplé par leur propre tentative de l'étouffer. Grâce aux clauses de mes contrats, la démolition financière a été remarquablement propre. J'ai perdu une partie des acomptes, bien sûr, mais c'était un prix que j'étais plus que prête à payer pour ma liberté et mon amour-propre. La grande majorité de l'énorme budget que j'avais alloué a été sauvée. L'argent est retourné tranquillement sur mon compte en banque, non pas comme le produit d'une victoire, mais comme la confirmation de ma prudence. Mes parents ont essayé de maintenir une neutralité fragile pendant quelques semaines. Ils m'appelaient pour prendre des nouvelles, en évitant soigneusement le sujet, comme si de rien n'était. Mais le silence était lourd de reproches non dits. Un dimanche, alors que j'étais de passage pour récupérer du courrier, j'ai entendu ma mère au téléphone avec ma tante. Non, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle a toujours été si compliquée, tu sais. Mon cœur s'est serré. Même après tout ça, j'étais encore le problème. Puis, un soir, mon père a appelé. Sa voix était différente. Fatiguée. Tes tantes n'arrêtent pas d'appeler pour savoir ce qui s'est passé, a-t-il dit. Les amis du club de golf posent des questions. C'est humiliant. Je sais, ai-je répondu sans animosité. Il y eut une longue pause. Puis il a murmuré, on a eu tort, Chloé. On était tellement obsédés par l'idée d'éviter un scandale qu'on en a créé un bien pire. On aurait dû te défendre.
Je suis désolée. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était un début. Un premier plan de reconstruction. 3 mois plus tard, Léo et Ambre se sont mariés. Il n'y a pas eu de château, pas de groupe de jazz, pas de feu d'artifice. La cérémonie a eu lieu à la mairie, suivie d'un déjeuner dans un petit restaurant que leurs parents ont payé. Ils m'ont invité. J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai décidé d'y aller. Pas pour eux. Pour moi. Pour leur montrer, et me montrer à moi-même, que je n'agissais plus par colère, mais par principe. J'ai porté une belle robe, j'ai souri poliment, et je leur ai offert un cadeau modeste mais sincère. Ambre ne m'a presque pas regardé de toute la journée. Elle portait une robe simple, et je voyais dans ses yeux le fantôme du mariage grandiose qu'elle avait perdu. Elle ne m'a jamais présenté d'excuses, mais elle a appris une leçon de la manière la plus dure: le respect n'est pas une option, c'est une nécessité. La vraie conversation a eu lieu une semaine après ce petit mariage. Léo m'a demandé de le voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Je voulais te dire. A-t-il commencé, en remuant son café. Je voulais te dire que je suis désolée. J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai pas vu de la peur, mais de la honte. J'ai beaucoup réfléchi. À nous, à notre enfance. J'ai toujours su que j'étais le favori, et j'en ai profité. C'était facile. Toi, tu devais te battre pour tout, et moi, je n'avais qu'à sourire. Ce jour-là, au château, j'ai paniqué. Toute ma vie, j'ai évité les conflits. J'ai laissé les autres se battre pour moi, ou j'ai simplement fui. Et Ambre, elle a une personnalité si forte. J'étais un lâche. J'avais tellement peur de la perdre et de décevoir papa et maman que j'étais prêt à te perdre, toi. J'ai laissé la peur me transformer en quelqu'un que je méprise. Il n'y a pas d'excuse. Je voulais juste que tu saches que je le sais. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. J'ai vu dans ses yeux non pas le favori de la famille, mais un homme qui commençait enfin à se voir tel qu'il était. J'accepte tes excuses, Léo, lui ai-je dit. Mais comprendre ne veut pas dire oublier. Reconstruire la confiance, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Il a hoché la tête. Je sais. Je suis prêt à attendre. Notre relation ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus basée sur une obligation familiale aveugle, une dynamique toxique de donneur et de preneur. Elle sera peut-être, un jour, basée sur un choix conscient de se respecter. C'est peut-être ça, une fondation plus solide. Avec l'argent que je n'avais pas dépensé pour le mariage, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé pendant des années. J'ai fait ce que beaucoup de gens rêvent de faire mais n'osent jamais. J'ai mis un message d'absence automatique sur mes emails professionnels, j'ai délégué mes projets urgents à Julien, j'ai fermé mon agence pendant 2 semaines complètes, j'ai fait une valise, et je suis partie seule en Corse. Je n'ai pas choisi les plages bondées ou les hôtels de luxe. J'ai loué une petite voiture et j'ai parcouru les routes de montagnes sinueuses, je me suis arrêtée dans des villages perchés où le temps semblait s'être arrêté. J'ai marché pendant des heures sur le sentier du GR20, entouré par la beauté sauvage et silencieuse des paysages. L'air était pur, le seul son était celui du vent dans les arbres et de mes propres pas sur la terre. J'ai mangé du fromage de brebis et du pain frais acheté dans des fermes locales. J'ai nagé dans des rivières glacées. Là-bas, loin du bruit de la ville, loin des attentes et des déceptions familiales, j'ai commencé à entendre ma propre voix à nouveau. Claire et forte. Une voix qui ne demandait pas la permission, qui n'attendait pas d'approbation. Elle était juste là, présente, solide. J'avais un carnet de croquis avec moi. Mais pour la première fois, je ne dessinais pas des maisons pour des clients. Je ne concevais pas des espaces pour répondre aux désirs des autres. Je dessinais pour moi. Des formes abstraites inspirées par les rochers, des plans pour une petite cabane en bois que j'aimerais un jour construire pour moi-même, face à la mer. Un espace qui ne serait pas ordonné, pratique, mais simplement à moi. C'était libérateur. Pendant des années, j'ai construit des maisons pour les autres, cherchant leur approbation à travers mes créations. J'ai bâti leur bonheur en espérant qu'un peu de ce ciment me collerait à la peau. Ce jour-là, en annulant ce mariage, j'ai arrêté de construire pour eux.
J'ai commencé à démolir la prison que j'avais érigée autour de mon propre cœur, une prison faite de devoirs, d'attentes et du désir d'être aimé pour ce que je faisais, et non pour qui j'étais. Et maintenant, je suis enfin libre de construire ma propre vie, sur mes propres termes, avec mes propres plans. Cette histoire est pour tous ceux qui ont déjà eu l'impression d'être le pilier silencieux de leur famille, celui ou celle qui donne tout sans jamais rien recevoir en retour. N'oubliez jamais que votre générosité est un cadeau, pas un dû. Votre amour-propre est la fondation la plus importante que vous construirez jamais. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de construire plus, mais d'arrêter de tout faire pour ceux qui ne vous apprécient pas. Parfois, il faut avoir le courage de démolir pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus vrai, et de plus solide. Avez-vous une histoire similaire où vous avez dû poser des limites fermes pour vous protéger? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous, votre expérience peut aider tellement d'autres personnes. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Et bien sûr, si vous aimez les histoires de justice, de trahison et de force intérieure, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines. Merci de m'avoir écouté.